et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans Dautré, édition du 17 mars 2024. Cette semaine, beaucoup encore de sujets concernant les conseils municipaux. On peut vous parler entre autres de deux faits saillants importants. Au niveau de la MRC d'Autré, la réunion du conseil de la semaine dernière, du 6 mars, a causé un petit peu de polémique au début du conseil par le fait que le maire de Sainte-Élisabeth n'avait pas tout reçu les informations concernant le conseil qui commençait à avoir lieu. Donc, il y a eu des questions de droit de veto, d'ajournement de conseil. Bref, quand même un début de séance très mouvementé. Un autre conseil aussi qui a tenu un peu l'information, qui a tenu un petit peu la pôle, c'est la Visitation de l'île du Pas qui a décidé de citer l'église comme site patrimonial. Donc, vraiment une décision prise par le conseil municipal suite à la demande de Marguillier de citer l'église pour permettre de conserver son côté patrimonial et éviter peut-être des ventes aux enchères. Nous avons parlé aussi du conseil de Lanoraie, du conseil de Sainte-Geneviève-de-Berthier, on parle de Berthierville, on parle aussi de Saint-Cuthbert et de Saint-Ignace de Loyola. D'autres sujets cette semaine, une rencontre avec Jean-Pierre Gagnon qui présentera dans les prochains jours une conférence sur les remorqueurs, sur les navettes du fleuve. Donc, vraiment une conférence très intéressante en regard avec le fleuve. Cette conférence aura lieu au CABA le 25 mars prochain. Et aussi, la fin de l'entrevue avec Louis-Vincent Barthes, qui lui aussi nous parle de remorqueurs, des remorqueurs du fleuve, et qui tient aujourd'hui son vernissage, son lancement de livre, Les remorqueurs du fleuve. Il tient ça à Saint-Ignace de Loyola. Vraiment, Louis-Vincent a vraiment une nouvelle passion. Il est toujours officier maritime, mais aussi la passion d'écriture le rend vraiment très fier de son histoire du patrimoine que représentent les employés maritimes dans la région ici. On espère que vous allez apprécier ce résumé du cette semaine dans Dautré, édition du 17 mars. Et nous vous invitons à suivre CTRB à toutes les semaines à 18h, donc pour suivre le bulletin de nouvelles qui vous est présenté à tous les jours. Sur ce, bonne écoute. Donc, M1, distribution de compost, saison 2024, M. Darboux. Considérant qu'en vertu du contrat de traitement des matières organiques intervenu entre la MRC de Dautré et la plateforme de compostage de EBI, un retour de compost de l'ordre de 30% des tonnages des matières compostables collectées dans l'année précédente est disponible annuellement, représentant 56,97 tonnes métriques en 2024 pour la ville de Berthierville. Considérant que la ville de Berthierville désire mettre à la disposition de ses citoyens le compost auquel elle a droit, en conséquence, je propose d'autoriser la distribution aux résidents de Berthierville des 56,97 tonnes métriques de compost qu'ils pourront se procurer au stationnement du parc du Chemin du Nord le 18 mai prochain. D'octroyer à la compagnie EBI le contrat de transport de compost au prix de 12,43 la tonne métrique plus les taxes applicables. Merci, c'était appuyé par Sylvain Destron, j'appuie. M. Destran, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, convention collective, nomination du comité de négociation patronale. M. Darboux. Considérant que la convention collective signée entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4676 et la ville de Berthierville est venue à échéance le 31 décembre 2023. Considérant le mandat octroyé par la résolution 2023-08-247 au service des affaires juridiques et du Carrefour de capital humain de l'Union des municipalités du Québec pour agir à titre de porte-parole patronale lors de la négociation. En conséquence, je propose de désigner les membres du comité de négociation patronale comme suit: Sylvie Dubois, directrice générale et greffière; Karine Tremblay, trésorière; Carrefour du capital humain agissant comme porte-parole patronale et Daniel Richotte, contremaître agissant comme substitut. Merci, c'était appuyé par J'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Et finalement, M3,
Donc, l'entretien des espaces verts, c'est l'octroi de contrat. Monsieur Darvaux. Considérant l'offre de service datée du 4 mars 2024, déposée par la compagnie 9361-2612 Québec Inc., Dauphin Multiservices, à l'égard de l'entretien des espaces verts pour la saison 2024. Considérant la qualité du service offert par la dite compagnie et l'augmentation de moins de 2,6% du coût annuel comparativement à l'année 2023, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie 9361-2612 Québec Inc., Dauphin Multiservices, le contrat de fourniture de services relatif à l'entretien des espaces verts pour la saison 2024 au coût unitaire détaillé au formulaire de soumission daté du 4 mars 2024 pour une dépense approximative de 75 705,13 plus les taxes applicables, et ce, aux conditions décrites à l'offre de service. Merci. C'est appuyé par Sylvain Lestron, j'appuie. M. Lestrange, merci. Je vais faire le vote à ma gauche. À ma droite. Alors, Donc, bienvenue à la séance de la MRC de Dautrey du 6 mars 2024. Donc, le point 1, c'est lecture et adoption d'ordre du jour dont vous avez tous reçu. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Moreau, appuyé par M. Sylvestre à ma gauche. À ma droite. M. Bérard. Juste vous signaler quand même, M. le Préfet, je n'ai pas reçu depuis 15 jours aucun courriel de la MRC suite au changement chez nous de fournisseur d'ordinateurs, de système informatique. Donc, je n'ai aucun document que j'ai reçu. Et là, ce soir, on présente l'ordinateur avec les documents dessus. Donc, je n'ai reçu aucun document pour me préparer à la session ce soir. On a appelé. Le problème, il ne semblerait pas être réglé encore. Je trouve ça triste, dans un sens. Parce que même si on a changé de fournisseur, tous les autres gens, sociétés, comme québécois, ça fonctionne tous. Tout le monde, ça fonctionne. Sauf le MRC, on ne comprend pas pourquoi. Mais j'aimerais ça qu'on m'explique pourquoi ça ne fonctionne pas, s'il vous plaît. Bon. M. Bérard, mardi passé, la ville de Sainte-Élisabeth a fait migrer les courriels à l'extérieur. Pour vous expliquer tout le monde, on a une boîte sécurisée pour sécuriser l'ensemble des données de la MRC. Et je parle de documents, de données confidentielles. Cette boîte-là est sécurisée à l'intérieur de nos serveurs. On a des courriels sécurisés. Sainte-Élisabeth, mardi passé, je pense que c'est mardi matin passé, s'aperçoit que Sainte-Élisabeth a décidé de sortir de l'enveloppe sécurisée pour s'en aller. Ils ont fait une migration des courriels en dehors de notre système sécurisé. Et pour sécuriser l'ensemble des données, l'ensemble des municipalités, Sainte-Élisabeth, l'entrée dans cette boîte, dans ce coffre-fort-là, a été barrée. Pourquoi? 80% des contaminations, vols de données. Vous savez ce qu'on entend, là? Ça me prend 2 millions parce qu'on va vous voler l'ensemble de vos données. Payez-moi 2 millions pour récupérer vos données. Bien, Sainte-Élisabeth, en sortant de même, sans qu'on puisse sécuriser, était rendue la porte d'entrée pour contaminer l'ensemble des données de la MRC de Dautrey. C'est le premier point. L'autre point, les documents puis la convocation, puis j'entends bien l'ensemble des documents pour la convocation, puis la convocation, excusez, pour la séance préparatoire de mercredi passé. Vous les avez reçus le 23 février, avant qu'on vous bloque l'entrée. Vous les avez reçus le 23 février. Bon, là, ça a été envoyé et reçu. Par la suite, l'information pour le 6 mars, donc le 6 mars, puis vous avez coupé ici, la migration, vous l'avez faite le 26 puis le 27. Vous savez, M. Bérard, vous avez mon numéro de téléphone? Vous dites que ça fait 15 jours, M. Bérard. Parce que, M. Bérard, le 23 février, vous les avez reçus. M. Bérard? Je n'ai aucun courriel le 21 février dans mon ordinateur. OK. Hier,
la MRC rentre en communication avec vous, vous disant, pouvez-vous nous rappeler, vous avez appelé aujourd'hui, on vous a demandé, est-ce que vous pouvez nous donner, étant donné la situation où vous êtes sorti du coffre-fort, voulez-vous nous donner une adresse courriel différente pour l'instant, le temps que le problème se règle, parce que là, la MRC est en train de travailler, le fait que vous soyez là, que la MRC soit là, pour bloquer, mettre un système de sécurité, pour pas qu'on puisse contaminer l'ensemble de notre réseau. On vous demande, est-ce que vous pouvez nous donner un autre courriel que celui normal pour qu'on puisse vous envoyer? Vous répondez non, j'attends que la MRC règle le problème. Moi, M. Bérard, là, vous m'auriez lâché un coup de téléphone. Depuis 15 jours, vous m'auriez dit, j'ai pas les documents. M. Bérard, l'ensemble du calendrier de nos séances préparatoires et de nos séances d'aujourd'hui ont été votées au mois de novembre de l'année passée. Mercredi passé, vous m'auriez appelé et vous m'auriez dit, écoute, avant la migration, là, avant la problématique qu'on vit, j'ai pas les documents. Vous auriez appelé Marie-Claude, M. Tremblay, j'ai pas les documents. On vous les a fait parvenir d'une autre façon, M. Bérard. Vous dites ça à soir. Fait que, vous savez, M. Bérard, c'est à s'asseoir et à se parler qu'on se comprend. Là, vous me dites ça là. Moi, je les ai, les dates, là. J'ai les dates qu'on vous a envoyé les documents. Il y a 14 autres municipalités. On a fait une séance préparatoire où on a discuté de l'ensemble des sujets qu'on vote à soir. La semaine passée, M. Bérard, on a travaillé 6 heures de temps parce qu'il y avait des gros dossiers. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités qui ont eu le même problème? C'est pas la question. Bien, la question, M. Bérard, c'est rentrer en communication avec nous si vous avez une problématique. C'est pourquoi je suis ici à soir, c'est parce que justement les dates à l'avance, je les sais, les dates à l'avance, ça c'est correct. OK, mais moi je suis juste pour dire que j'ai pas reçu les documents, c'est tout. C'est tout ce que je veux dire. Je vous explique pourquoi. Mais Et je pense que la problématique elle peut se régler bien plus facilement que vous l'exposez aux gens ici dans la salle. Bien plus simplement aussi. Et je comprends pas quand même que vous n'êtes pas capable de m'envoyer un courriel depuis ce temps-là. Ça, je comprends pas ça non plus. Il n'y a personne non plus dans le milieu informatique qui comprend ça non plus. C'est triste que vous fassiez ça comme ça. C'est bien triste. Ben, je comprends que vous ne compreniez pas, là. Mais M. Bérard, on les a envoyés le 23. Les documents de la séance préparatoire, bien... On a les preuves. Ça finit le 21 que j'ai moi dans mon ordinateur. M. Bérard, on l'a envoyé. On l'a... Désolé, M. Goulet. C'est pas la première fois, M. Bérard, que vous dites que vous ne recevez aucun document. Mais M. Ça, Bérard... c'est faux, M. Goulet. Pourquoi vous ne rentrez pas en communication? Ça, c'est faux. Nous, on vous en... On a la preuve, M. Bérard. C'est pas la première fois que je ne reçois pas des documents que je vous dis ça. Non, c'est pas vrai. OK, ben, de toute façon, on vous entend. Puis, je vous le dis, M. Bérard. Vous avez mon cellulaire, M. Bérard. Je n'ai pas reçu l'avis de convocation pour ce soir. Pardon? Juste qu'on note au procès-verbal, je n'ai pas reçu l'avis de convocation pour ce soir par courriel. Bien, M. Bérard, vous ne recevrez pas d'avis de convocation. On reçoit un avis de convocation quand c'est une extraordinaire. Là, c'est une séance ordinaire de la MRC de Dautry. Une séance ordinaire, le calendrier est voté au mois de novembre 2023. Donc, c'est dans le calendrier. La seule avis de convocation qu'un maire peut avoir, c'est quand on fait une extraordinaire. Là, la loi oblige, dans ce cas ici, la MRC de Dautry, à envoyer la convocation 24 heures d'avance. Vous avez quand même l'obligation d'envoyer une convocation quand même de séance régulière. Non, M. Bérard. C'est faux. Mais non. Bon, M. Bérard, la loi, c'est une extraordinaire. Non. Quand vous... Pas d'accord avec vous, M. Préfet. Bon, c'est bon, écoutez, M. Bérard, on va... Est-ce qu'on a joué? M. Bérard, c'est... Regardez, deux choix. Il peut y avoir un ajournement ou on procède. M. Villeneuve? Ben, juste question de procédure. Si les prétentions de M. Bérard s'avèrent être vraies, on a un problème. Est-ce que ces prétentions-là sont vraies? Moi, je demanderais au directeur général de bien vouloir préciser. Au meilleur de ma connaissance,
considérant que les dates des assemblées sont déterminées par le Conseil au début de l'année, il n'y a pas à convoquer formellement les élus, étant donné qu'ils ont déjà l'information par le calendrier qui est adopté au début de l'année. Donc, c'est le même principe qui s'applique dans vos municipalités, tout le monde. Exact. Si vous n'avez pas une extraordinaire, vous n'avez pas à inscrire un avis de convocation pour les membres du Conseil ou les séances ordinaires, évidemment, pas de avis de convocation. Alors, M. Bérard, si vous me permettez, M. le Préfet, moi, je procéderai et chaque point qui seront amenés, si vous avez des questions, si vous n'étiez pas là à la préparatoire, si je comprends bien. Excusez, M. Villeneuve. Oui. Sincèrement, Oui. j'ai fait, on a fait 6 heures. 6 heures de réunion mercredi passé. Vous comprendrez qu'on ne peut pas refaire une plénière de 6 heures. D'accord. Je pense que M. Bérard est assez... Mais M. Bérard, je veux juste savoir, pour poser une question essentielle. on va passer, si ça vous appartient, si vous êtes à l'aise, puis s'il n'y a jamais juste une question à un sujet, moi, j'ai pas de problème à y répondre, par contre. Vous comprendrez, par contre, qu'on ne fera pas une réunion de 6 heures parce que la semaine passée, c'était excessivement lourd. C'est pour vous. Parce que sinon, vous pouvez demander un ajournement. Puis, tout va se recommencer. Là, de par la loi, c'est pas pour vous insulter, M. Bérard, mais de par la loi, il faudrait faire une convocation pour l'ensemble des élus pour refaire une séance ordinaire du Conseil de la MRC. Mais, puis, vous savez, M. Bérard, c'est sincèrement, là, ça n'a rien à voir avec... C'est pas un débat, là, c'est pas un débat contre une municipalité. Moi, j'ai l'information qu'on les a envoyés. Puis, gênez-vous jamais. Moindrement qu'il y a quelque chose, M. Bérard, vous le savez, je pense que tout le monde le sait, je suis excessivement accessible. M. Tremblay l'est. Moindrement qu'il y a une problématique, vous nous appelez. Vous nous appelez. Puis, vous savez, moi je l'ai, j'ai vu le courriel, comme quoi ça avait été envoyé à tous les élus. Puis quand c'est envoyé, il n'y a pas d'alerte comme quoi ça n'a pas fonctionné. Vous savez, des fois on envoie des courriels, puis à un moment donné, ça nous envoie un autre courriel, puis ça nous dit telle adresse n'a pas fonctionné. On ne reçoit pas ça. Comprenez-vous que quand on l'envoie à tout le monde, ben, on n'a pas l'alerte comme quoi Sainte-Élisabeth l'a pas reçu. Pour nous autres, si on n'a pas de communication, ben, nous autres, tout le monde l'a reçu. Fait que c'est pas il n'y a aucune mauvaise volonté de l'ensemble de la MRC. Fait que ça vous appartient. Vous avez le droit de... Puis là, je vous le dis, on est dans la loi. Vous avez le droit. Évidemment, si vous demandez un ajournement, ben là, après ça, c'est le débat. Là, évidemment, si on voit que les documents ont réellement été envoyés, on se retrouve dans une drôle de position. Mais ça vous appartient. Sinon, on peut procéder. Si jamais il y a des points particuliers, vous pourrez poser une question. Évidemment, on ne fera pas le débat, mais vous pourrez poser la question. C'est pour vous. J'ai pas eu la connaissance d'aucun document. Fait que ça sera vraiment, même si je posais une question de temps en temps, j'ai aucune notion d'aucun document. De rien qui va présenter. Donc, je demande un roulement. Pour prendre connaissance. Question. Je vais juste vérifier. Question de procédure. Oui, exactement. Je crois que ça va être demandé par 2, mais je vais juste valider par contre. Puis, vous savez, M. Bérard, au-delà des documents, l'ensemble, la semaine passée, puis là, c'est vous, là. Puis, on a tous des moments donnés où c'est impossible de se présenter. Vous avez l'opportunité d'envoyer un de vos représentants. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a passé 6 heures à travailler, puis au-delà d'avoir le document devant soi, on a travaillé 6 heures sur l'ensemble de cet ordre du jour-là. Puis, vous savez, la façon, puis je tiens à le dire à tout le monde, la façon que la MRC fonctionne, on envoie les documents. Mercredi passé, on a travaillé 6 heures sur l'ensemble de ces dossiers-là. Une semaine avant, donc pas mercredi passé, vendredi de l'autre semaine avant, on envoie les documents à l'ensemble des élus pour que les élus prennent connaissance de tous les documents avant la réunion de mercredi. Et à la réunion de mercredi, ça arrive
que quelqu'un ne peut pas être là. Donc, le maire a, au-dessus d'une semaine avant la séance du conseil de ville, pour rentrer en communication avec la MRC, pour prendre des informations sur ce qui s'est dit ou discuté. Je tenais juste à vous préciser, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde de Sainte-Élisabeth dans la salle, je tiens juste à vous préciser la façon que ça fonctionne. De façon à permettre à chaque élu, évidemment, qui ont des interrogations, de pouvoir poser ces questions. Là, on va regarder, par exemple, M. Bérard, on veut juste regarder la loi, voir comment ça peut se passer. Parce que là, rendu là, moi, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez que je vous lise l'article? Oui, s'il te plaît, Mme Nolin. L'article 154 du Code municipal, toute séance peut être ajournée par le conseil, donc une décision du conseil, à une autre heure du même jour ou à un jour subséquent. Là, c'est sans qu'il soit nécessaire de donner avis de l'ajournement. Donc, c'est une décision du conseil prise à la double majorité. Exact. Ce que je pensais quand c'était les deux membres du conseil, là, que j'ai dit vite à M. Villeneuve, c'est quand il n'y a pas quorum, que deux membres du conseil peuvent demander l'ajournement. Mais là, il y a quorum. Donc, il faut que ce soit la majorité. Décision. Donc, OK. donc clairement, M. le Préfet, il faut que personne ici, à moins d'avoir un appui de collègues, plusieurs collègues, donc une double majorité, on en parlait justement tantôt, pour obtenir un ajournement. Dans ce cas-ci, si M. Ferrand demande un ajournement, malheureusement, la loi ne prévoit pas qu'une seule municipalité avec un vote puisse obtenir Mais évidemment, un ajournement à moins que évidemment, dans la situation, puis M. Bérard a parfaitement le droit de le demander, par contre. Donc, ça sera un tour de table. Et s'il y a un vote majoritaire pour ajourner, M. Bérard, on va ajourner. S'il n'y a pas un vote majoritaire, évidemment, on va continuer la séance. M. Sylvestre. Pas d'ajournement. Pas d'ajournement. Pas de jour. Je suis juste embêté avec l'autre affaire qui dit qu'il faut qu'il y ait des documents d'endeur à temps. C'est juste ça que je suis pas assez au courant légalement pour répondre à cette question-là. Est-ce que je voulais que je vous lise la disposition par rapport aux documents? Oui, ben oui, on peut. Le Conseil établit avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Toute documentation utile à la prise de décision est disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, à moins de situation exceptionnelle. Et les documents ont été envoyés le 23 Février. Et en plus, on vous les renvoie là, tout le temps le vendredi dernier, mais on l'a envoyé une première fois le 23. Donc, c'était plus de 72 heures. Et vendredi dernier également. Ouais, là, on fait tout le temps 2 fois ici. Pas d'ajournement. M. Turcot. M. Villeneuve. Pas d'ajournement. Non plus. Non plus. Pas d'ajournement. Pas d'ajournement. Procédons. Point 11, schéma de couverture de risque en incendie 2024-2034. Oui, donc le schéma de couverture de risque par le service d'incendie de la MRC va être déposé. Avec le dépôt de ce schéma de couverture-là, les municipalités doivent prendre en considération, il y a des actions dans le schéma qui sont de la responsabilité des municipalités, dont principalement l'entretien des bornes d'incendie. Donc, c'est vous engager à ce qu'on entretienne les bornes d'incendie là, pour... Ils ont commencé aujourd'hui, je pense. Ben, en fait, ils ont terminé ce qui avait commencé au début décembre. Ouais. C'est beau. Éric? Vincent. Vincent Bergeron? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 12, nomination de coordonnateur aux mesures d'urgence. Oui, l'ancien coordonnateur mesures d'urgence était M. Daniel Brazeau, mais là, il a tiré sa révérence là, pour des raisons personnelles. Donc, c'est la résolution, là, en fait, pour abroger la nomination de M. Brazeau titre de coordonnateur des mesures d'urgence. Puis, c'est pour me nommer moi, le directeur général, et la directrice générale adjointe à titre de coordonnatrice adjointe des mesures d'urgence. Moi, j'ai une question. Oui. Ouais. C'est temporaire. Si, mettons, la MRC finit par en trouver un, est-ce que tu vas être remplacé? Oui, ça va Ouais, être ça. vous allez adopter une nouvelle résolution. Là, on sent... C'est un mandat qui dure un an? Ben, c'est tant qu'on n'aura pas trouvé la personne. On s'en va là qu'à l'épaule, ça va faire partie des discussions. Éric Deschênes. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Hygiène du milieu.
Point 13, contrôle qualitatif des matériaux, mise à niveau de l'usine d'eau potable. Oui, donc les travaux qui vont commencer bientôt à l'effet de construire une nouvelle réserve pour l'usine d'eau potable. Donc, il faut nommer une entreprise si on veut faire le contrôle des matériaux, là, ce qu'on appelle un laboratoire. Donc, on a demandé 3 soumissions. Donc, au groupe ABS, la soumission était au montant de 14 389 avant taxe. Le Calilab Inspection au montant de 14 525 avant taxe et Solmatec au montant de 18 509 avant taxe. Donc, c'est pour accepter la soumission du groupe ABS, là, qui était la plus basse dans les 3. Sylvain Toupin, Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Élaboration d'un plan de gestion des actifs en eau. Oui, donc ce que je vous ai parlé à quelques reprises, là, qui est une initiative qui est fortement encouragée par le ministère des Affaires municipales. Et ça va venir bonifier les subventions admissibles par Québec dans le programme Primo, qui est dédié aux infrastructures en eau, donc les usines de traitement d'eau potable et les réseaux d'aqueduc. Donc, ils vont bonifier de 25 % la subvention, qui est déjà à la base à 50 %. Donc, on a demandé au service d'ingénierie d'infrastructure de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, de nous faire une soumission, une estimation de ce que ça coûterait établir un plan de gestion des actifs en eau. Donc, eux évaluent à entre 8 500 $ et 12 000 $ l'élaboration de ce plan-là. C'est bon. Éric? Oui. Éric Deschaines? Sylvain. Sylvain Toupin? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8. Coordonnateur des mesures d'urgence. Il est résolu de nommer provisoirement le directeur général au poste de coordonnateur des mesures d'urgence en remplacement de M. Daniel Brazeau et la directrice générale adjointe au poste de coordonnatrice adjointe des mesures d'urgence. M. Brazeau a donné sa démission. On comprend un petit peu parce qu'il tombait à 15 heures semaine. En plus, il y a des municipalités qui avaient décidé de ne pas aller avec lui cette année parce qu'il y a beaucoup de choses. Il était supposé de faire toutes les choses, mais il n'a pas fait il n'a pas une municipalité qui est complétée. Fait que là, il a décidé de prendre sa retraite vu qu'il y a des municipalités qui s'opposaient, autrement dit, qui s'opposaient au travail qu'il avait fait. Fait que là, on nomme des directeurs généraux. Toutes les municipalités vont le nommer parce qu'on est obligé d'après la loi. On nomme nos directeurs généraux. Mais fort probable qu'il va y avoir un officier, pas un officier, mais il va y avoir un des pompiers qui va aller suivre le cours, puis probablement c'est lui qui va prendre tout ça. Ça, on va en discuter un peu plus tard à la MRC, mais moi, je le vois comme ça, là, que ce soit un pompier, parce qu'ils ont toutes les choses pour le faire. Là, parce que M. Brazeau, c'est ce qu'il faisait dans le temps qu'il était directeur des incendies. Fait que ça prendra M. Gilles Courchaine, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 6. Résolution relative au projet de schéma de couverture de risque en incendie. Ce qui est proposé secondé est résolu que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola prend en considération les actions prévues au paragraphe 8 et 9 de l'article 13 du schéma de couverture de risque en incendie 2024-2034 de la MRC d'Autrey. Les articles 8 et 9, ça veut dire que la municipalité s'engage à entretenir son réseau d'eau et ses bonnes fontaines pendant ces 10 années-là. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Gilles Courchaine, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. Il s'agit de renouveler une entente qu'on a avec la ville de Berthierville depuis nombre d'années. Étant donné que Sainte-Geneviève possède un terrain de soccer et désire que celui-ci soit utilisé par les jeunes de notre municipalité, ainsi que ceux provenant de l'association de soccer de Berthier. Considérant qu'il est convenu avec la ville de Berthierville qu'elle n'impose aucun tarif de non-résident aux participants de Sainte-Geneviève qui désirent faire partie de l'association de soccer de Berthier et qu'il est à l'avantage de la population des 2 municipalités d'accepter cette entente, la municipalité s'engage à fournir et à entretenir un terrain sécuritaire répondant aux normes. La municipalité accepte que son terrain de soccer soit utilisé par l'association de soccer de Berthier. On accepte l'inscription des jeunes provenant
de Sainte-Geneviève au même tarif que ceux de Berthierville. L'association de soccer prenne entente avec les représentants de chaque municipalité pour la planification des horaires. Cette entente est valide pour la saison de soccer 2024. Un proposeur de secondaire, M. Burel propose, appuyé de M. Laferrière, accepté à l'unanimité. En 10.2, encore pour la saison de soccer, la qualification aux non-résidents. Évidemment, nous, c'est le même Berthierville et Sainte-Geneviève, on s'entend. Mais il y en a qui viennent de l'extérieur. Puis depuis des années, on facture un montant de 80 $ pour chaque participant utilisant le terrain de soccer qui ne réside pas sur le territoire de Berthierville ou Sainte-Geneviève. M. Burel propose. M. Bailleur seconde. Accepté à l'unanimité. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 305-2024 relatif à la citation de l'Église comme bien patrimonial. Avis de motion est donné par qui entend proposer lors de la présente séance le règlement numéro 305-2024 intitulé Règlement 305-2024 relatif à la citation de l'Église comme bien patrimonial. L'immeuble cité, Église de la Visitation de l'Édusport. Adresse 121 rue de l'Église, la Visitation de l'Édusport, Québec, J03-2P0. Propriétaire, la fabrique de la paroisse de Saint-Laurent. Numéro de lot 450 000, 4 506 799 et 4 506 810 du Cadax du Québec. Matricule 3205 41 82 86. Les motifs de la citation. Le Conseil municipal reconnaît la valeur patrimoniale de l'Église de la Visitation de l'Édusport. Le Conseil reconnaît aussi son importance dans l'histoire du développement de la municipalité de la Visitation de l'Édusport et son rôle au cours des décennies. L'Église de la Visitation de l'Édusport est le troisième plus ancien temple du diocèse de Joliette, ce qui fait de l'Église un joyau du patrimoine québécois. Valeur historique et architecturale. L'historique de la construction de l'Église de la Visitation de l'Édusport contribue largement à son intérêt patrimonial. En 1851, les plans pour la construction d'une nouvelle église sont confiés à Victor Bourgeot, dont c'est l'une des premières œuvres. C'est aussi l'une de ses premières réalisations dans le style néo-gothique et l'une de ses rares églises en briques. Les briques utilisées pour recouvrir l'église ont été fabriquées sur place par un artisan de l'île. Elle est achevée en 1852 et ouverte au culte la même année. Les travaux de construction intérieure sont confiés à l'entrepreneur Paul Lefebvre et s'échelonnent de 1855 à 1863. C'est à cette époque que sont réalisés les superbes escaliers en ruban qui conduisent au jubé, conçus par Victor Bourgeot. Le clocher est érigé en 1904. Le clocher renferme 3 cloches. La plus grosse, pesant 800 livres, a été bénie le 20 juillet 1852 et les 2 autres ont été acquises en 1898. L'île subit une grande inondation en avril 1865, mais l'église, quant à elle, n'est pas endommagée. L'immeuble possède un intérêt patrimonial pour sa valeur d'authenticité, de conservation et d'intégrité architecturale. L'extérieur de l'église a conservé l'essentiel de ses caractéristiques d'origine, ce qui lui confère une bonne valeur d'authenticité. L'aménagement intérieur du bâtiment a également subi très peu de modifications, mais bénéficie d'une excellente authenticité. L'immeuble présente un aspect qui est proche de son état original. Valeur artistique. Le curé de la paroisse Vincent Plinguet s'est rendu au cours des années 1870 en Europe pour faire l'achat de tableaux qui depuis ornent si bien l'église. Ces derniers font désormais partie du patrimoine mobilier associé à l'église en tant qu'œuvre d'art et bien ethno-historique. Tableau Saint-Michel et Lucifer. L'archange Michel terrassant le démon, œuvre produite d'Ippolito Zapponi, 1826-1895, peintre italien, placé dans l'église en 1876 et restauré en 2003. Tableau Le baptême du Christ. Jean-Baptiste baptise Jésus dans le fleuve Jourdain. Œuvre de Tommaso Oreggia, peintre copiste génois, placé dans l'église en juin 1874 et restauré en 2003. Tableau Saint-Antoine. Saint-Antoine a vécu au XIIIe siècle et appartenait à l'ordre franciscain. La mission fondée à l'Édusport s'appelait la Mission Saint-Antoine, en hommage aux récollets qui ont œuvré dans le passé dans la vallée du Saint-Laurent. Œuvre originale de Dupuis de la Roche de Rouen, 1819-1887, peintre,
placé dans l'église et béni le 3 septembre 1871, restauré en 2008. Tableau de la visitation. Œuvre originale de 1889 de Dupuis de la Roche de Rouen, peintre, placé dans l'église et béni le 25 août 1872, restauré en 2008. Tableau L'Adoration des Mages. À la naissance de Jésus, 3 mages, Melchior, Balthazar et Gaspard, vinrent lui rendre hommage, œuvre originale de Tommaso Orega, peintre copiste génois, placé dans l'église en juin 1874 et restauré en 2003. Tableau Saint-Ignace. Fondateur de l'ordre des Jésuites au début du 16e siècle, la mission de l'île du Pas en 1683 était une mission jésuite. Œuvre originale de Dupuis de la Roche de Rouen, placée en l'église et bénie le 3 septembre 1871, restaurée en 2008. Fresque et armoirie d'église. Adolphe Fereau, 1839-1905, est un artiste religieux bien connu au Québec. Il a réalisé la fresque de l'église. Beaucoup de ces fresques n'existent plus aujourd'hui. Celle de l'église de l'île du Pas, réalisée en 1898, est peut-être la seule ayant survécu au temps. Les armoiries du pape Léon 13, 1810-1903, sous lesquelles est inscrit Lumen in Coelho, je ne suis pas sûr que ça se prononce de même, mais on va dire ça, une lumière dans le ciel, et les armoiries de l'évêque de Montréal, Louis-Joseph Napoléon Bouchézy, 1855-1939, sous lesquelles est inscrite sa devise In Domino Confido, en Dieu je me confie, orne la voûte du sanctuaire. Sculpture de la scène. Adolphe Fereau a aussi réalisé la sculpture de la base du maître-autel. Il s'est inspiré de l'œuvre peinte La Scène de Léonard de Vinci pour en faire une version sculptée. Ce dernier en a fait plusieurs autres, 5 comme celle-ci, mais très peu ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Le maître-autel. L'hôtel du Cœur est en fait le maître-autel qui était dans la seconde église. Il date de 1802. Il est devenu l'hôtel principal à la suite des changements majeurs entraînés par le Concile de Vatican II. Plusieurs églises ont démantelé leur maître-autel suite à cela, mais heureusement, celui de l'île du Pas existe encore. Les confessionnaux. Les confessionnaux faits de bois datent de l'église précédente et ont été fabriqués en 1831 par l'artiste Vincent Chartrand, 1795-1863, et son associé Paul Salomon Benoît. L'orgue. À l'origine, l'orgue était construit par Samuel Rawson Warren pour la Plymouth Congregational Church de Sherbrooke en 1882. Lorsqu'en 1907, l'Église achète un nouvel orgue de 3 claviers, opus 304, fabriqué chez Casarin et Frères, cette firme reprend l'ancien orgue et vend ce dernier à l'Église de la Visitation de l'île du Pas. L'ouvrage est fait entièrement en bois, ainsi que ses tuyaux. Il ne reste que 2 de ces orgues au Québec. Le 20 janvier 2015, les membres du Comité des orgues reconnaissent la valeur patrimoniale de l'instrument. Valeur identitaire. Depuis son inauguration, cette Église catholique a toujours été utilisée comme lieu de culte. L'édifice a donc conservé sa vocation d'origine. En plus des messes, plusieurs cérémonies et offices religieux y ont encore lieu chaque année. De plus, l'Église est aussi utilisée comme lieu de rencontre, d'espace pour les différents marchés de Noël ou printaniers organisés par la municipalité, de lieu de prestation lors de soirées d'animation ou des spectacles ou tout autre événement culturel. C'est aussi un point central du noyau villageois et un lieu d'une grande importance dans la communauté. Le règlement de citation entre en vigueur à compter de la date de la notification de l'avis spécial au propriétaire de l'immeuble cité, conformément à la loi sur le patrimoine culturel. Une assemblée publique de consultation portant sur ce projet de règlement se tiendra lundi le 22 avril 2024 à 19h30. Un avis public annoncerait les modalités de cette consultation. Monsieur, Madame, conseiller, conseillère, fait le dépôt du projet de règlement. Une copie du projet est disponible à la municipalité de la Visitation de l'île du Pas. Oui, Monsieur Stéphane Lamar fait le dépôt du projet de règlement et l'avis de motion.
Je suis en compagnie de Jean-Pierre Gagnon. Bonjour Jean-Pierre, ça va bien? Bonjour Daniel. Oui, on te connaît comme un amoureux de l'eau. Tu sais, je te dirais tous les cours d'eau. Tu as été longtemps le directeur général de Zone Bayonne, qui était un organisme là, qui gérait un peu, qui voyait la bonne santé des eaux ici dans la région. Là. On parle de la rivière Bayonne, mais de cette zone-là ici, là, dans la région de Berthier. Tu travailles au Biophare dans tes beaux moments l'été maintenant. Tu es guide pour le Biophare qui est à Sorel. Oui. Et tu t'ennuyais au printemps. Tu te dis, avant que ça recommence, et tu as commencé à faire des conférences, ce qu'on nous parle justement des navettes fluviales, Berthier-Sorel, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre histoire, ces choses-là. Peux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené à parler de ça, puis ton petit parcours, on pourrait dire, en amour avec l'eau, que toujours quelque chose de passionnant pour toi? Bien, comme tu as dit tantôt, Daniel, bien dit, c'est ça, je me suis occupé durant 20 ans de l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne. Puis ça l'a comme coulé de source, ça m'a amené au fleuve. Et en 2021, j'ai reçu un appel du Biophare de Sorel pour rejoindre. Il faut dire que tu avais pris ta retraite, là. J'avais arrêté, tu avais fait une passation de pouvoir, mais l'amour de l'eau a demeuré, là. Exactement, puis c'était pas attendu. Et là, ils m'ont demandé de joindre l'équipe des capitaines guides du Biophare à Sorel. Et là, depuis ce temps-là, je fais des randonnées d'interprétation de la nature dans l'archipel du Lac-Saint-Pierre. Et ça fonctionne super bien. Et ça m'a amené justement, à force d'observer les îles, à me poser des questions sur comment on faisait pour les traverser des îles il y a longtemps. Parce que on sait qu'à une certaine époque, c'était un gros défi. Ça prenait pas une demi-heure à partir de Berthierville, aller jusqu'à Sorel. Il y avait beaucoup d'ingéniosité pour être capable de traverser d'île en île et d'aller... Parce que les îles sont habitées, mais il y a eu longtemps des habitants permanents, là. Exactement. C'est des chalets, mais la technologie a fait que c'est plus faisable aujourd'hui, mais il y a eu longtemps des habitants, des résidents permanents dans ces îles-là. Là. Exactement. Puis ça fait moins d'un siècle qu'on a les ponts pour aller jusqu'à l'île Saint-Ignace. Donc, cette conférence-là m'a été demandée la première fois à l'automne 2023. Je l'ai faite à Sorel, puis on a eu un certain succès. Pas mal un succès certain. Un bon succès, Un bon succès. Puis après ça, ça a été redemandé pour la refaire une autre fois à Saint-Joseph de Sorel, puis une autre fois à Lanoraie. Et là, finalement, la MRC d'Autrey m'a demandé de la présenter à la CABOS, Centre d'action bénévole d'Autrey, le 25 mars. Et je vous invite, c'est ça, à venir partager avec moi votre connaissance, parce que Berthierville a un très riche passé maritime. Saviez-vous qu'il y avait des gros bateaux qui arrêtaient au centre-ville déjà de Berthier? C'était des excursions, c'était une croisière. Organisée, c'est ça. C'était un port de tâches qui était à Berthierville, qui était important. très actif. On en a parlé, la ville de Berthier a été longtemps... C'est connu. C'est un port qui était... Pas pour rien qu'on a fait la chanson sur la route de Berthier. C'est parce que c'était vraiment un endroit qui était important commercialement et touristiquement là, dans ce Effectivement. coin. Donc, avec toutes mes petites imperfections, puis tout ce que... À un moment donné, ta passion. Oui, exactement. Bon, j'ai mis sur pied cette conférence-là, puis ça va être le fun. Ce que moi, j'aime beaucoup, je m'amuse comme un petit fou, c'est le cas de le dire, c'est que j'invite les gens, surtout s'il y en a qui ont des anecdotes, qui ont des choses, même des photos, des albums photos, à m'apporter vos témoignages aussi, parce que vous partagez cette connaissance du patrimoine maritime de Berthierville. Donc, le 25 mars 2024. Je ne vais pas vous donner des punchs, mais je pense qu'il y a des petites anecdotes assez croustillantes aussi par rapport à ça. Pour moi, à toutes les fois qu'il y a une conférence et une rencontre avec le grand public, j'en apprends autant que le public en apprend. C'est un échange. Les gens étaient intrépides. Parce que, combattre, je ne vais pas dire le fleuve, le vent du fleuve, je regarde la semaine dernière, il y a eu des grands vents et tout ça, ils ont arrêté les traversées, puis on parle de bons bateaux, on parle de bateaux quand même assez imposants, mais dans cette période-là, des fois c'était côte cocotte, ils prenaient ces chalands-là, ils prenaient ces petits bateaux-là, puis ils faisaient les traversées. Non? Exactement, c'est que les gens étaient beaucoup plus, je dirais, peut-être vulnérables, c'est par rapport aux éléments et tout ça, mais en même temps,
l'ingéniosité était là. Puis il y avait une connaissance, il avait acquis une expertise à savoir le vent passer par où, le courant là est plus tranquille, d'où ça passe. Exactement. Puis même dans une photo, à un moment donné, j'ai découvert une photo, il y a peut-être 3 ans, c'est moi qui l'ai faite la photo, j'ai découvert une photo, c'est mal dit, là. C'est que j'étais pas loin sur l'île Madame et j'observais quelqu'un qui était en train de traverser une charrette, un chalet, avec un tracteur bien plein de foin. Et le cultivateur est en train de manœuvrer son chaland de côté avec un vent qui, même moi, je l'avais sur le fleuve. Il était hallucinant à voir aller. Il était bon. Je me disais, fait que même nos insulaires aussi, dans la conférence aussi, c'est ça, je mets le point comme quoi nos producteurs agricoles, nos cultivateurs dans les îles sont autant navigateurs souvent que cultivateurs aussi. C'est un talent inné qu'ils ont là. En terminant, je vais juste te ramener, puis on va ramener la conférence, mais juste un petit aparté. On parle aussi que tu as beaucoup aidé à nettoyer les berges, parce qu'encore là, il y a besoin. Ça, c'est un gros projet là, qui va encore se continuer cet été, j'imagine. Très au fait, Mme Yvon, vous êtes... Daniel était au fait, c'est ça. Ça a commencé en 2020. Et malheureusement, à cause de 2023, on a fait 2020, 2021, 2022. 2023, malheureusement, à cause de la hauteur, on a eu une hauteur de l'eau hallucinante à dépasser. On n'a pas pu le faire. Mais ça va recommencer. Cette année, ça va recommencer. Puis d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on se promettait, je voulais venir dans les archives de CTRB, voir. C'est toi qui as vraiment un beau reportage. Il y a plusieurs reportages qu'on a faits dans les premières années. Donc, ce serait une belle occasion de me faire inviter. De te refaire inviter. Mais tu sais, n'empêche que c'est pour faire ton lien avec l'eau, tu te promènes, tu vois, mais la préservation aussi de cette richesse qu'on a ici, dans le coin, puis c'est important. Là. Puis comme tu dis, j'aimais ça quand tu fais le lien tantôt, on se promène avec des gens, on fait apprécier l'archipel du Lac-Saint-Pierre avec les croisières randonnée nature, mais il y a aussi la traverse des îles qui en fait, il faut donner la chance du côté de Berthierville. Et justement, quand on promène des gens, moi, ça m'a allumé quand on voit la somme de nuisances qu'on a sur les berges. Tu es venu, tu les as vus. On a sorti 6,1 tonnes de nuisances dans les 3 premières années qu'on a faites, 20, 21, 22. C'était des piscines, des cônes oranges de la Ville de Montréal. Il n'y a rien qu'on n'a pas sorti dans les îles. Et c'est pas juste des choses jetées, c'est des rejets du fleuve. Qui sont arrivés avec les inondations. C'est ça, avec les inondations, avec les débâcles, avec qu'est-ce qu'on voudra. Exactement. Ça part de Montréal, mais ça part de loin aussi, ça peut partir même d'avant Montréal. Là. Exactement, quand on avait eu les grandes inondations. Donc, quand on se promène sur le fleuve, avec les gens pour faire apprécier la flore, la faune et tout ça, puis qu'on voit un balai de plastique bleu ou bien un cône orange ou une piscine d'enfants enfouie dans un vase, ça casse le pacing un petit peu. Donc, il y a encore on a encore du chemin à faire, mais il y a toujours la coupe à moitié vide. On dit toujours le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. On a vu en 2022, la dernière année qu'on a procédé, on est retourné sur des sites qu'on avait fait les années antécédentes et ça ne s'était pas réimpacté. Okay. Ça avait resté... le ménage avait resté. Le ménage avait resté. Donc, ça peut être une occasion, on va en reparler avec CTRB, et de comment on remet ça sur pied, parce que la Société de récréotourisme de Berthier a manifesté le désir de recommencer en 2024. Fait qu'on nettoie, on sensibilise, puis on rencontre les gens pour parler d'histoire. Fait que finalement, on plonge dans la saison 2024. Donc, on rappelle aux gens qu'au Stokaba, le 25 mars, ça va être une conférence qui va être présentée à partir de 13h30 dans leur belle salle en haut. Exactement. Puis on invite tout le monde avec leur fameux café, biscuits, puis te rencontrer, toi, parler de ces fameux navettes fluviales et de toute la navigation fluviale Berthier-Sorel. C'est important, puis ça reste encore un moteur économique pour la région. Bien présenté, ça va me faire un grand plaisir, Daniel, puis merci de me recevoir. Et je vous inviterai même, c'est ça, bien les coordonnées de l'ACABA, ils sont. Ça serait prudent de réserver parce qu'habituellement, on a une bonne influence. Toujours une bonne influence. Merci, Jean-Pierre. Toujours agréable. Un gros merci, Daniel.
C'est ça, parce que qu'est-ce qu'on me voit comme moi, tu vois arriver avec les petits bateaux, là, Ocean, je sais que c'est dans le coin, c'est Océan, là, la compagnie qui s'occupe de ça, elle prend le bateau puis elle le pousse, là. Ouais, c'est ça qui est... Elle est accostée de la navire. Puis des fois, pour quand le navire appareille, la même chose. Des fois, pour l'appareillage, ils vont utiliser juste un remorqueur. Est-ce que, justement, quand on prend, tu me parles des ports ici, est-ce que c'est un peu la même pratique? Parce que je sais que sur le fleuve, c'est des pilotes. Donc, c'est pas n'importe qui peut être dans le remorqueur. Il faut qu'ils connaissent les courants, il faut qu'ils connaissent comment ça font. Il faut qu'ils voient aller les fleuves. Oui, mais comme c'est un plus petit navire, c'est les brevets pour capitaine, premier lieutenant sur les remorqueurs, souvent, ça va avec le tonnage du navire. Fait que là, c'est des brevets qui vont... Si tu as un brevet de capitaine de remorqueur, c'est juste ça ton brevet, tu ne pourras pas être officier sur un navire. Sur un navire, je comprends. Un navire de la marine marchande. OK. Je vais te poser une question drôle peut-être, mais où tu prends le temps de tout aller chercher ces informations-là? Parce que tu travailles encore, là. Tu es encore officier sur des bateaux ici, là. C'est mon passe-temps à bord. OK. Quand je ne suis pas d'accord sur mon bateau, mais c'est un de mes passe-temps, je fais de la recherche. Tu prends le temps de prendre tes affaires, construire tes choses. Puis, oui, c'est ça. Je travaille sur mon manuscrit. Puis là, des fois, j'ai pas le choix d'être à terre pour aller rencontrer des gens. Mais là, quand je suis dans mes périodes de vacances, là, je prends le temps de faire d'appeler mon réseau. C'est ça. Oui, parce que on voit que tu as encore beaucoup de personnes qui t'aident. Oui. Comment je pourrais dire ça? L'écriture, ça peut être... Parce que je sais que tu es un gars qui aime beaucoup le patrimoine. Tu écris à la main, tu écris à l'ordinateur. De quelle façon tu écris ça? Mes notes... À dactylo ou non? Non. Mon manuscrit il est sur l'ordinateur. J'écris sur l'ordinateur, mais toutes mes notes sont... quand je lis un livre, puis là, je prends des notes, ça va être tout manuscrit. Puis là, j'ai des calepins chez nous. Puis après ça, quand je commence à élaborer mon manuscrit, là, je regarde mes notes manuscrites, puis on part de là. Qu'est-ce que tu aimes le mieux? Bien, là, tu me dis que tu le fais pendant que c'est tes heures de repos au travail. Ouais. Mais tu aimes ça, faire ça? C'est important pour toi de conserver ce patrimoine-là, surtout qu'avec les îles, avec tout. Il y a beaucoup d'histoires, puis les vieux, je veux dire les vieux, c'est pas méchamment de dire les vieux, mais les vieux, ils disparaissent. C'est ça que je veux dire. C'est conserver cette mémoire-là. Ben oui, mais surtout que la devise du Québec, c'est... Je me souviens. Je me souviens, puis souvent, je trouve qu'on ne se souvient pas grand-chose. Et juste, ce livre-là, comme l'épopée des bateaux blancs, l'épopée des bateaux blancs, c'est le premier livre qui abordait les bateaux blancs en français. Il y a eu des livres en anglais, mais aucun en français. Il y a eu des monographies qui ont été faites sur les bateaux blancs, mais un livre en tant que tel, j'étais le premier. Puis quand j'ai commencé à élaborer la recherche pour faire les remorqueurs du Saint-Laurent, j'ai fait une recherche bibliographique, je n'ai rien trouvé. Il n'y a rien qui a été publié sur les remorqueurs. C'est une motivation, là. C'est ça. Tout ce que j'ai trouvé, j'en ai trouvé en France. J'ai commandé des livres pour voir comment les écrivains abordaient le sujet. Et puis là, j'en ai trouvé deux auteurs différents. Les deux livres ont été édités dans les années 2000, Remorqueurs de port, puis Les Remorqueurs de France, de mémoire, le titre. Et puis, sinon, il y avait quelques livres aussi sur des remorqueurs d'assistance en haute mer. Mais ça, pour les remorqueurs du Saint-Laurent, on ne peut pas comparer parce que, disons que dans le Saint-Laurent, les remorqueurs, s'il y avait un naufrage, ils pouvaient assister, là, mais c'était vraiment pas de la haute mer. Non. On est vraiment dans les eaux intérieures. Puis j'ai trouvé un livre dans le Canada anglais qui a été édité au début des années 2000, même chose. Il y a quelques livres qui ont été faits sur les remorqueurs aux États-Unis, mais au Québec, rien du tout, rien sur les remorqueurs du Saint-Laurent. Je me suis dit... Tu te fais une fierté là, de conserver ces patrimoines-là. Oui, c'est en plein ça. Puis je trouve ça, c'est important parce que c'est un bon coup. S'il n'y a personne qui aborde le sujet, ça va s'oublier. Puis les remorqueurs font partie vraiment... C'est une partie intégrante de notre histoire maritime puis notre histoire économique qui est basée sur le fleuve Saint-Laurent. Est-ce que tu trouves que c'est moins valorisé ici, les métiers provenant des... travailler dans les choses maritimes? Toi, tu étais allé à Rimouski, tu étais allé à l'Institut, mais est-ce que je pense que les gens, pour eux autres, c'est pas valorisé, ils sont pas conscients de l'importance que peut avoir travailler, justement? Je ne sais pas si c'est pas... non, je pense pas que ce soit un rapport avec la valorisation. Je pense que c'est partout dans le monde, partout dans le monde. Grosso modo, dans le monde occidental, je pense que les gens ne conçoivent pas le milieu maritime, puis on oublie que 80-85% des biens qu'on consomme arrivent par bateau. La pêcherie aussi.
Ben, les pêches aussi, là. Oui, mais les biens qu'on consomme, là, quand on va chez Dolorama, là, 95% des choses que chez Dolorama, Rossi, tous les magasins, ça arrive par bateau, ça arrive par conteneur. C'est ça. Puis l'auto qu'on conduit, mais souvent le fer, l'acier qui a été produit pour construire l'auto, mais les boulettes de fer, ils ont été transportées par bateau. C'est ça, c'est toujours même la nourriture, comme tu dis. La banane qu'on mange, c'est ça, c'est ça que je m'en allais dire, c'est que les gens ont moins conscience de la provenance des choses. Rentre-toi dans, promène-toi à l'épicerie, puis encore là, tu vas me dire la même chose. Comment il y a de stock qui arrive, parce que c'est arrivé par bateau, là. Oui. Tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est comme ça, c'est le moyen. Donc, quand il y a des blocus, comme ce qu'on vit... il y a des problèmes, là, présentement, je pense. La piraterie pour l'accès au canal de Suez. Oui. C'est sûr que là, les bateaux, ils vont prendre un autre chemin. C'est sûr. C'est des coûts par rapport à ça. Ça va coûter plus cher en fuel. Le voyage prend plus longtemps. C'est sûr que le coût, l'armateur, il va le passer à l'expéditeur. L'expéditeur va le passer. Fait que, au bout de la chaîne, qui paye? C'est nous autres. C'est nous autres. En terminant, deux choses. Premièrement, ton prochain projet, tu me parlais déjà que tu avais déjà un projet que tu voulais faire, ça serait quoi? Non, ça va être un livre sur les dragues. On continue. Au début, ça se posait être les remorqueurs, les dragues, mais j'avais trop de... Tu avais trop de stock? Oui, j'ai un monsieur, André Guivremont, à Sorel, il y avait beaucoup de matériel. Fait que là, je me suis retrouvé avec trop de matériel. Fait que on a décidé de scinder, de faire un livre sur les remorqueurs et un livre sur les dragues. Est-ce que ces matelots-là, ces personnes-là t'appellent pour te dire j'ai du stock pour toi, ou c'est toi qui finis par le reconnaître par quelqu'un qui connaît quelqu'un? La plupart des photos, c'est ça. J'ai eu accès à la collection d'André Guivremont, que je remercie en passant. Et puis l'autre chose, c'est quand j'ai fait mon exposition sur les marins de Saint-Ignace en 2013, là, il y a beaucoup de gens qui m'avaient apporté leurs photos. Fait qu'il y a beaucoup de photos qui viennent de l'exposition. Tu te voyais-tu en 2013 ou t'es rendu en 2024? Qu'est-ce que tu fais? Oui, mais je savais que j'avais quelque chose. J'avais au-dessus de 800 photos d'exposées. Fait que je savais qu'il y avait du matériel pour en faire des livres. Et puis, quand j'ai fait l'exposition, beaucoup de gens qui m'ont dit ce serait le fun de l'avoir en ligne. C'est ça, pour que ça reste. Parce que c'est sûr que l'exposition, c'était une exposition éphémère. Alors, les gens venaient, puis là, avec 800 photos, tu ne peux pas tout rappeler. Il y en a qui n'ont pas eu le temps de tout lire. Fait que c'est sûr, c'était bon de... Je le savais, mais là, c'est... T'avais un bon filon, comme on dit. Oui, mais c'est venu... Je savais que ce ne serait pas dans les prochains mois et les prochaines années quand j'ai fini l'exposition, mais je savais qu'un jour, le projet deviendrait réalité. Donc, le lancement de ce livre-là a lieu le 17 mars. Ouais, je ne me trompe pas de date, c'est ça? C'est bien 17? Le dimanche 17 mars à 14h. À partir de 14h, l'église de Saint-Ignace, l'espace nef, qui est au 199 chemin de la Traverse à Saint-Ignace-de-Loyau. Que tu vas être là, les livres vont être en vente. Ouais. Ils sont déjà, tu les as tous reçus déjà, là. Ouais. Les boîtes sont reçues, tout est beau. Les jolies boîtes, puis on attend le lancement avec fébrilité. Avec fébrilité. Encore là, tu vas venir reparler. Il va se vendre combien, celui? Il est à 40 $. C'est à 40 $. Ouais. Donc, on va pouvoir l'acheter sur place, puis par la suite, on peut communiquer avec toi si on n'a pas pu l'acheter directement, avec séance de dédicaces et tout. Ouais. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Louis-Vincent. Merci à toi, Daniel. Ça me fait plaisir. On va s'arranger pour qu'il y ait du monde. Parfait, merci.